Bonjour et bienvenue dans ce webinaire concernant les nouveautés Vault 2024 et les différentes actualités en lien avec le système PDM. Mon nom est Xavier Dumont, je suis responsable technique et développement chez Urni Engineering. Je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Urni, notre directeur, et Jean-François Simon, notre technico-commercial CAD PDM. Concernant nos différents webinaires et événements, nous avons donc aujourd'hui le webinaire Vault 2024. Dans une semaine, nous aurons le même type de webinaire présenté par Tony Berset, mais pour Inventor 2024. Et le 29 juin, nous avons le plaisir d'organiser un événement concernant le PLM qui aura lieu dans nos locaux et rediffusé aussi en direct par webinaire, présenté par mon collègue Pascal Quinche. N'hésitez pas, notamment pour ce dernier webinaire, à venir vous inscrire sur notre site web. Au sommaire aujourd'hui, les différents services en lien avec la présentation, la stratégie globale de digitalisation Autodesk, les nouveautés de Vault Professionnel 2024, Vault Extend, le nouvel outil Achat Data Toolkit et suivi d'une partie de questions-réponses. Le webinaire devrait durer environ 45 minutes avec les questions à la fin. Au niveau de nos services, on est vraiment là dans le but de comprendre quels sont vos besoins, vers quelle solution on va vous orienter pour répondre à ces différents besoins. En lien précisément avec cette présentation, il s'agira notamment de présentation, de formation sur la nouvelle version de Vault 2024, mais également de l'aide et du conseil à la mise en place de solutions PDM, PLM et bientôt de solutions MES. J'ai l'occasion d'y revenir d'ici quelques diapos. Et au niveau de nos services usuels, nos différents services d'installation pour vous aider à monter en version votre site, du support technique, du développement informatique et ainsi que la vente de stations de travail HP. Commençons déjà pour planter le décor de parler de la stratégie globale de digitalisation. Aujourd'hui, l'objectif en fait pour Autodesk est de vous aider à vous différencier par la donnée, en fait, de s'appuyer vraiment sur la donnée et de piloter cette donnée, une convergence de cette donnée vers des plateformes de conception et fabrication, et pour vous permettre ainsi d'étendre vos capacités vers des domaines aussi adjacents à vos différentes activités. On voit souvent en effet ce type de structure au niveau des entreprises, différents départements, souvent considérés un petit peu comme des silos, isolés un petit peu les uns des autres, avec énormément de logiciels, de solutions, de moyens d'échange, d'emails, de Dropbox, etc., pour échanger tant sur l'interne que sur l'externe auprès de vos fournisseurs ou de vos clients. La stratégie d'Autodesk au niveau de tout ceci est d'appuyer tout ça sur une fondation qui est la donnée, justement, de pouvoir se différencier par rapport à la donnée et ainsi permettre à ces différents, je dirais, éléments composant une entreprise avec vos clients et autres, de pouvoir collaborer sans avoir cet effet de silo directement. Dans ce but, il y a différentes solutions qui vont être utilisées. Une première solution, et vous en êtes familier puisque vous vous êtes inscrit à ce webinaire Vault, c'est la solution de Product Data Management, donc des solutions PDM. Le but est d'avoir, et je le présente souvent sous cette forme, c'est pour moi vraiment une fondation à l'évolution au niveau de la gestion de vos données, de gérer la fiabilité et la performance de ces différentes données. Du côté Autodesk, cette partie PDM aujourd'hui, elle peut être couverte par deux outils distincts, deux solutions distinctes. Soit on travaille avec la solution Autodesk Vault, et plus précisément Vault Professionnel, qui est une solution dite on-premise. Ça signifie qu'elle est installée sur vos infrastructures informatiques, infrastructures qui peuvent être bien entendu hébergées dans un data center, ça c'est quelque chose de faisable, mais qui reste sur une infrastructure à laquelle vous avez accès, sur laquelle vous devez aussi gérer l'aspect IT. La partie Vault, elle aura vraiment vocation à être utilisée quand vous réalisez des conceptions complexes avec une gestion multiniveau de la sécurité, de pouvoir utiliser des méthodologies avancées d'Inventor comme des fonctionnalités iLogic, de travailler avec les états du modèle, des IPS, etc.
Et Vault est très orienté sur les produits Autodesk et principalement avec Inventor, bien qu'il est capable de pouvoir travailler notamment avec du SolidWorks. Et il est extrêmement personnalisable de ce point de vue-là et on bénéficie vraiment de l'expertise de nombreuses années autour de ce produit. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée d'un produit qui s'appelle Upchain, qui en lui n'est pas nouveau comme produit, mais a été racheté par la société Autodesk, qui est un PDM 100% cloud, donc vous n'avez pas d'infrastructure à maintenir ou à fournir. Elle est vraiment dédiée, cette solution, à des entreprises qui soit ont une fabrication qui est mondialement distribuée, où il est intéressant de travailler avec cette partie cloud, ou vous désirez également réduire votre charge d'infrastructure informatique par ce type de solution cloud. C'est une solution qui est multicad, ça signifie qu'elle travaille tout autant bien avec du SolidWorks que de l'Inventor, du Solid Edge, du CATIA, du Proe, du Creo et j'en passe. Donc, vous aurez vraiment une capacité d'utiliser différents produits CAD avec cette solution, qui est une solution voilà, qui est vraiment commune à tous ces produits. Par contre, il faut savoir qu'en termes de conception complexe, si on parle en effet des fonctionnalités avancées d'Inventor, elles ne seront pas nécessairement supportées, en tout cas aujourd'hui, par Upchain. Je parle là de ce qui est IPS, de ce qui serait justement de l'iLogic et tous ces éléments comme le Design Accelerator ou Frame Generator. Par contre, Upchain est une solution qui est prête à l'emploi, basée sur une logique projet avec des articles automatiquement liés et qui va avoir une petite partie de collaboration à l'externe également avec les fournisseurs. Si on étend les capacités de ces différents systèmes, on part vers ce qu'on appelle du Product Lifecycle Management, donc du PLM. C'est vraiment une solution qui aura pour vocation de réduire les coûts, les retards, les erreurs avec une collaboration cloud de bout en bout, orientée autour des produits, processus ou ressources, ou parfois j'aime bien utiliser la terminologie des 3 P, c'est produits, processus, personnes. C'est de vraiment centraliser, gérer ces différents éléments dans un système central. Pourquoi? Parce qu'au niveau des différentes entreprises, enfin, pardon, au niveau des différents systèmes utilisés dans une entreprise, selon les départements, on va retrouver différents échanges entre ces départements qui se font pour la plupart du temps via des mails, via des tableaux Excel de suivi de projet, de tableaux qui vont regrouper les différents problèmes qu'on rencontre, de planification, de diagrammes de Gantt, etc. Et on peut considérer, ça peut sembler énorme, mais 20 heures de perte de temps par semaine à se retrouver dans des séances pour être au courant et trouver les bonnes informations, appeler les bonnes personnes pour obtenir la bonne information de ces départements, passer du temps dans les mails à communiquer, OK, tel et tel élément passe de prototype à production, qu'est-ce qu'on doit faire, ou j'ai une problématique que je viens de rencontrer, du copier-coller d'informations dans tous les sens, et puis vraiment cette problématique d'imaginer tomber sur un problème. Par exemple, vous êtes sûr que vous l'avez déjà eu il y a une année en arrière, que c'était avec un collègue qui malheureusement ne travaille plus chez vous, et vous aurez beaucoup de difficultés à retrouver l'information parce qu'il vous semble dans un email que vous aviez échangé avec lui, mais de là à le retrouver, c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça que Autodesk amène une solution PLM qui s'appelle Autodesk Fusion 360 Manage pour couvrir toute cette gestion en fait d'éléments. Donc dans cette logique PDM PLM, on a donc Vault professionnel comme Upchain serait aussi également une solution ici pour la partie PDM. La partie PLM qui va venir gérer tout le portfolio de vos produits, le suivi du développement de vos conceptions, la gestion du changement, enfin des modifications, qui est très liée à la gestion qualité, notamment en suivant des mesures correctives, préventives à ce niveau-là, de travailler l'introduction de nouveaux produits et de collaborer autour de la chaîne d'approvisionnement. Et ça, c'est donc couvert par la partie Fusion 360 Manage qui s'interconnecte avec Vault Pro et vient se connecter avec les différents processus métiers de l'entreprise. Donc, ça vous donne comme ça une vue, je dirais, assez globale sur ces différents points. On parle de collaboration ici sans frontières. On peut imaginer tout à fait qu'entre les différents acteurs
qui gravitent autour de vos bureaux d'études et dans l'entreprise, d'avoir des rapports d'incidents, des non-conformités qui remontent en fait soit du SAV, soit de la production, et qui vont provoquer des demandes de modification, des modifications de conception, du partage avec les fournisseurs des nouvelles révisions et de la révision, de la validation du client de ces modifications. Donc, c'est peut-être une introduction assez rapide sur cette partie PLM. Nous aurons l'occasion d'en parler de manière beaucoup plus approfondie dans notre événement du 29 juin, auquel vous êtes sans doute conviés. Vous pouvez venir sur notre site www.urni.ch pour vous inscrire à cet événement ou suivre le QR code ici présent au niveau de l'écran. Troisième type de solution est assez nouveau dans notre discours, ce qu'on appelle le Manufacturing Execution System, le MES. Donc, c'est une solution de pilotage de la production. Qu'est-ce que c'est? Le but, en fait, de ce type de solution sera de pouvoir canaliser, suivre toute la donnée et l'information qui tourne autour de la fabrication, que ce soit de l'assemblage de machines, de la fabrication de composants, toute société qui fabrique quelque chose et qui n'est pas qu'un bureau d'études unique, va avoir ce type de besoin qu'on voit ici à l'écran, de pouvoir suivre les disponibilités des personnes et des machines, d'avoir des instructions de travail, des ordres de fabrication, suivre les ordres de fabrication, savoir à quoi on en est. Et souvent, encore aujourd'hui, ce genre de méthode de suivi est centralisé via des documents Excel, des suivis papier dans le pire des cas. Et j'ai toujours l'exemple d'un collègue qui travaillait dans une entreprise, en effet, à l'atelier, où la feuille de papier un peu chiffonnée, il l'a bien connue et c'est quelque chose qui se remplit le vendredi à 4 heures sur toute la production de la semaine. Donc une information qui, au final, n'est pas digitale et difficilement exploitable et amène beaucoup de problématiques de traçabilité, de goulot d'étranglement, de retard de livraison, d'augmentation de rebut, etc. Et tout ceci, en fait, le but est de numériser ce processus de fabrication et d'en avoir ainsi une visibilité en temps réel, d'avoir ainsi capacité de répondre à votre client à quoi en est la production des 150 pièces qu'il a besoin. Et là, on va être sur ce qu'on appelle les résultats immédiats. En mettant en place un système MES, on aura tout de suite ce genre de retour. Et à plus long terme, à force de remplir ce système, vous allez pouvoir en sortir des statistiques et tirer des décisions et poser des décisions fondées sur ces données-là. Donc tout ceci, et c'est la nouveauté aussi ici, ça se gère au travers d'un produit qui s'appelle ProdSmart, qui a été également acquis par Autodesk, qui sera bientôt disponible au travers de notre société au sein d'Hexagroup SA. Donc restez, je dirais, attentifs, c'est des sujets sur lesquels on va revenir. Voilà, c'était le but pour moi. Je profite toujours de ce genre de webinaire, je dirais, de vous donner une vision sur ce qui vient, sur ce qui peut graviter autour de ces systèmes PDM. Mais on va s'intéresser maintenant sur le sujet clé de ce webinaire, qui est donc les nouveautés de Vol 2024, dans lesquelles j'ai introduit également les nouveautés des versions intermédiaires depuis la 2023. Ceux qui nous suivent régulièrement, en fait, la dernière fois que je vous ai fait cette présentation, ces versions intermédiaires n'existaient pas, donc j'ai prévu de vous présenter également les nouveautés qu'on retrouve ici. Mais pour la 2024, Autodesk réfléchit, et ça fait plusieurs années qu'ils travaillent toujours dans cette optique-là, ils réfléchissent à quelles sont les populations d'utilisateurs des produits et qu'est-ce qu'on va chercher à leur rapporter. Et donc, on décline ça sur 3 types de populations. La première population, c'est les auteurs, les personnes du bureau d'études qui travaillent avec le Vault, qui créent de la donnée, où là, le thème de cette année va être la publication et de la structure. On va revenir plus en détail sur cette partie-là. Du côté des administrateurs, donc ceux qui vont gérer les configurations du système PDM, on va travailler plus sur de la normalisation et de la sécurité. Et la troisième population, c'est ce qu'on appelle les participants ou les personnes qui consultent de l'information dans le système. Le but est d'amener une collaboration plus intuitive, donc d'avoir une consultation aussi plus simple des informations. Parlons des auteurs. La première nouveauté va concerner ce qu'on appelle la copie de conception, donc cet outil qui vous permet de copier des conceptions complètes. On peut maintenant facilement copier-coller les noms en fait,
des documents qu'on désire copier, les mettre dans un Excel, retravailler ces noms dans Excel et les recoller à l'inverse dans l'outil en revenant en retour. C'est des fois plus simple que quand on a surtout des longues listes et qu'il y a peut-être des logiques du genre ici, remplacer tous les 200 par 400, typiquement, de pouvoir travailler de cette manière-là. Notre nouveauté, toujours liée à cette copie de conception, c'est la capacité d'exporter quelles sont les restrictions que j'encours quand je fais cette copie de conception. En effet, quand on lance une copie de conception, tout à coup, il peut arriver qu'on génère des doublons de noms, donc le système va bloquer à ce moment-là. Et donc, si on a deux, trois erreurs, c'est facile de se souvenir quelles sont ces erreurs et aller les traiter pour relancer la copie. Si tout à coup on tombe sur une trentaine d'erreurs ou de restrictions, il est intéressant de pouvoir exporter ça dans un tableau Excel et ainsi de les traiter au fur et à mesure pour après lancer une copie qui soit bonne jusqu'à la fin. Une nouveauté qui semble toute bête, hein, mais on a eu déjà dans la 2023 une propriété qui était apparue qui en fait s'appelle comporte un dessin. C'est en fait une nouveauté qui indique si un composant 3D a un plan ou non attaché. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà apparu en 2023. Le petit problème qu'il y avait, c'est que les plans en eux-mêmes n'avaient pas cette propriété, puisqu'un plan, par définition, un plan n'a pas de plan attaché. Ça a amené une difficulté parce que les utilisateurs, ce qu'ils cherchent, ou plutôt les administrateurs, ils vont chercher à faire, c'est d'interdire la validation de documents s'il n'y a pas le plan qui est fait avec, qui est disponible. Ce qui faisait que pour les 2D, on est obligé de créer un deuxième cycle de vie parce que la valeur n'était pas remplie à ce sujet-là. Donc maintenant, ils l'ont rempli pour les 2D d'office. Cette valeur est remplie, ça permet d'avoir qu'un seul cycle de vie et pour vous permettre de contrôler que ces plans existent à la validation. Autre nouveauté, toujours au travers de ces propriétés qu'on retrouve, il y avait eu en 2023 la nouveauté qui permet ici, dans un aperçu, de venir mettre des annotations, que ce soit sur un 2D ou un 3D. Ces annotations se stockent dans le système, sauf qu'il était difficile de se rendre compte, est-ce qu'un document avait des annotations dessus. Donc maintenant, deux nouvelles colonnes même sont apparues, une qui vous indique qu'il y a une note de révision existante et une qui vous indique qu'il y a eu, par le passé, une note de révision sur ces documents. Donc, ça permet déjà visuellement dans la liste de retrouver très rapidement, de se dire, ah tiens, là, il y a peut-être quelqu'un qui a mis une info. Et tout comme il est aussi facile de se créer de cette manière-là une recherche enregistrée qui va permettre de lister tous ces documents à noter directement. Autre nouveauté, la notion de copie de dossier, nouveauté qu'on trouve ici en haut. Donc, il faut comprendre par là, ce n'est pas copier le dossier et son contenu, mais de copier la structure du dossier. Donc, ça permet comme ça, quand vous avez un répertoire projet, vous démarrez un nouveau projet, de copier une structure d'un répertoire déjà existant. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau dans le système. On a, nous, une solution plus avancée au travers des Vault-Xtenadin. Donc Vault-Xtenadin, qui est un outil qu'on développe en complément du Vault, qui lui, au-delà de faire une copie de dossier, va plutôt s'appuyer sur des modèles de dossiers. Comme ça, quand vous copiez un dossier, le risque, quand vous copiez un dossier, c'est que si un collègue avait rajouté un répertoire qui ne fait pas partie du standard de structure, avec notre solution, ça s'appuie sur des gabarits qui, eux, ne bougent pas et ne peuvent pas évoluer. Et ça, on empêche justement de faire évoluer et pour recréer ainsi une structure toujours identique. Donc, un petit plus à ce niveau-là. Autre nouveauté dans les fonctionnalités natives de Vault, il y avait déjà eu le côté import PDF qui était apparu il y a quelques années, export PDF, pardon. On a maintenant donc les publications DXF et STEP qui apparaissent aussi comme éléments de publication standard dans le système. À nouveau, nous avons, nous, de notre côté, développé VaultXtend Job Pro, qui est aussi un complément à Vault, qui en effet, se voit un petit peu manger certaines de ces fonctionnalités. Par contre, de notre côté, on estime qu'avec VaultXtend Job Pro, on a toujours des atouts à faire valoir de ce point de vue-là, notamment des critères de publication qui vous permettent de définir précisément dans quel cas de figure on publie quel type de document, alors que du côté de la solution native, ça sera publié dans tous les cas, de gérer une structure de nom de dossier, de pouvoir faire ce qu'on appelle des DXF centrés à l'origine, donc des DXF qui sont à vocation d'être utilisés pour du contrôle optique de pièces.
On va aussi pouvoir générer des images dans une vue isométrique avec un fond blanc dans le but de transmettre cette information à un ERP. On peut envoyer vers des destinations multiples et également créer ce qu'on appelle des packages de publication, de dire que quand vous allez valider une conception, vous allez déclencher en un travail, un job, plusieurs publications de documents. Donc, il y a toujours capacité, je dirais, d'avoir une version plus avancée avec VaultXTend Job Pro. Au niveau des administrateurs, maintenant, première nouveauté qui n'est pas forcément liée à cette 2024, mais c'est quelque chose que l'on propose maintenant, c'est en fait d'héberger votre serveur Vault sur un data center qui se situe à la Chaux-de-Fonds, qui s'appelle IDC, et ça vous permet ainsi de décharger, je dirais, la partie IT de votre côté, de pouvoir ainsi remonter un serveur sur ce data center, voir l'entier de votre infrastructure selon besoin. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des besoins à ce niveau-là. IDC est un data center qui se veut être écologique. Il a 1000 mètres, ce n'est pas pour rien, c'est aussi pour tirer parti du refroidissement pendant de nombreux mois naturels de notre altitude. Et à savoir qu'en termes de cybersécurité, ce data center a subi les différentes certifications nécessaires par rapport à la cybersécurité. Si on s'intéresse à Vault 2024, une des nouveautés, c'est au niveau de ses prérequis, c'est qu'il supporte maintenant donc, Windows Server 2022. C'était quelque chose qui n'était pas supporté jusque-là. Au niveau des travaux de publication, donc les jobs, comme on les appelle, qui sont traités par le job processor, on trouve maintenant une option qui permet de définir combien de fois le système doit tenter de refaire un job s'il y a eu un échec. Ça peut arriver parfois qu'un PDF ne se publie pas parce que le PDF est ouvert par quelqu'un. On retente 3, 4 fois, puis entre deux, la personne l'aura fermé, on aura eu capacité du coup à publier correctement ce document PDF, par exemple. Au niveau de la configuration du client web, du Scene Client, qui est donc cet utilitaire qui vous permet d'aller consulter les plans validés au niveau du système Vault, l'administrateur peut maintenant définir quelles sont les colonnes que les utilisateurs voient par défaut dans l'interface, et il peut également obliger les utilisateurs à utiliser les colonnes que l'administrateur a définies, donc d'interdire ainsi la personnalisation, ce qui peut amener un certain gain si des personnes s'amusent à personnaliser ou à supprimer des colonnes et ils ne s'y retrouvent plus. Donc ça permet comme ça de pouvoir en effet éviter ce genre de cas de figure. Donc plus de liberté de configuration. Au niveau des administrateurs, et je précise là que c'est quelque chose qui est pas disponible au travers de Vault Basic. C'était une question qui est ressortie d'un de nos clients dernièrement. Donc, il n'y a que Vault Professionnel qui en bénéficie. C'est des options avancées de sauvegarde et de restauration de backup. Ces options avancées, si on s'intéresse déjà à la partie sauvegarde, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir demander au système de ne sauvegarder que la base de données et d'ignorer les fichiers, ce qu'on appelle le magasin de fichiers, qui contient tous les fichiers Inventor sur le serveur, de les ignorer. Alors, c'est sûr qu'une base de données sans ces fichiers ne sert à rien, mais l'objectif, c'est que votre service informatique gère cette sauvegarde de fichiers par d'autres manières plus efficaces, plus rapides que de recopier à chaque fois l'entier du système ou en faire des incréments. Donc ça, c'est déjà un gain de temps sur les sauvegardes. Et du côté restauration, on retrouve également un gain de temps et une capacité en fait de remise à niveau, de remise en bonne situation s'il venait à y avoir un crash serveur. C'est qu'on va pouvoir restaurer une sauvegarde en pointant un magasin de fichiers existant. Avant, on devait attendre que les centaines, voire millions de fichiers se copient. Là, on peut tout simplement pointer un emplacement par exemple de secours, que le service informatique maintient sur un autre serveur, et ça nous permet ainsi une reprise en cas d'incident beaucoup plus rapide au travers de cette restauration de backup. Une nouveauté que je présente ici, mais que je me permets de dire qu'elle est incomplète à nos yeux aujourd'hui, c'est de pouvoir gérer dans le Vault les configurations Inventor, du moins une partie des configurations Inventor. On va donc pouvoir mettre les gabarits, la bibliothèque de style dans le Vault et faire en sorte comme ça que ce soit maintenu et plus le pointer sur le réseau, plus ne les pointer sur le réseau.
Je dis que c'est incomplet, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres configurations au sein d'Inventor. Je prends par exemple les textures qui ne sont pas du tout considérées là. Donc, à mon sens, il manque encore quelques points pour être complètement exploitable au niveau de cette nouveauté. On offre, nous, de toute façon, une autre solution qui est le HE Configuration Manager, qui est un peu différent en soi sur l'utilisation. Le but est plutôt de, pour tous les produits CAD et pas uniquement Inventor, tous les produits Autodesk, de pouvoir stocker cette configuration et pouvoir la déployer facilement sur les différents postes. Et on les centralise sur le réseau. Donc ça, je dirais pas, quelque chose d'un peu complémentaire ou différent de ce qui est proposé ici avec cette gestion des configurations Inventor. La grosse nouveauté, entre guillemets, pour moi, du côté de Volt 2024, une grosse nouveauté parce que ça fait longtemps qu'on en parle et ça fait longtemps qu'on l'attend, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la révision par un pair, enfin une validation par un pair. L'objectif, en fait, c'est d'interdire à quelqu'un de s'auto-valider ses conceptions. Si je prends l'exemple ici en bas, j'ai une conception qui a travaillé en cours, que je passe dans un état à valider. Le système, si je le configure de cette manière-là, m'interdira, moi, de le valider, cette conception. Et ça devra être à ce moment-là quelqu'un d'autre qui a bien sûr l'autorisation de prendre cette voie-là, de pouvoir le faire. Mais comme ça nous permet de faire ce qu'on appelle du contrôle 4 pour contrôler mes différentes conceptions. Si on s'intéresse maintenant aux participants, donc les personnes qui vont venir consulter de l'information dans le système Vault, les nouveautés en fait sont vraiment sur ce qu'on appelle le Thin Client ou le client web. Il y a plusieurs appellations courantes de cet outil. Donc, il y a cet outil de consultation, cette plateforme de consultation pour les ateliers, typiquement, pour aller voir ce qui a été validé. Ce qui est nouveau maintenant dans tout ceci, c'est les capacités de lancer la mise à jour d'un aperçu. Si tout à coup un aperçu manque, on ne voit pas le 3D d'une pièce, on ne voit pas l'aperçu d'un plan, on va pouvoir ici lui demander de mettre à jour la visualisation. Ça va soumettre un travail pour le job processor qui va le remettre à jour. On aura des nouveautés au niveau de l'affichage. Pour les personnes qui utilisent les ordres de modification, on va pouvoir filtrer ces ordres de modification et ne voir que ceux qui sont réellement ouverts et en cours. Un point qui manquait, qui existait il y a quelques années, mais qui avait disparu quand ils ont refondu toute cette interface, c'est les recherches avancées. Donc, on va pouvoir rechercher maintenant, selon plusieurs critères dans le système Vault, des éléments dans le Scene Client. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'agréable à ce niveau-là. Et dernière nouveauté, qui peut être pratique, c'est également quand vous faites une impression, vous avez une liste, par exemple ici, des ordres de modification. Si vous en lancez l'impression, juste avant de dire OK et puis de l'envoyer sur l'imprimante, vous pouvez copier-coller le contenu de l'aperçu que vous avez et le coller dans Excel. Et ça vous permet comme ça, s'il faut faire une liste, de pouvoir travailler avec cette liste-là pour les personnes qui seraient à l'atelier. Voilà, donc en résumé, ça couvre là, je dirais, ces différentes nouveautés, hein. Pour rappel, du côté des auteurs, le focus était sur la publication et la structure de projets, de dossiers projets. Du côté des administrateurs, normaliser et sécuriser les données. Et du côté des participants, d'avoir une collaboration plus intuitive avec le Scene Client. Donc ça, c'était les différentes nouveautés qu'on a du côté de Vault 2024, Vault Professional 2024 particulièrement. Parlons maintenant des produits Vault Extend, donc qui sont des outils complémentaires à Vault que l'on a développés. On s'appuie vraiment là sur les besoins usuels de nos clients pour développer ces différentes fonctionnalités. Ces Vault Extend se déclinent en plusieurs éditions. On a Vault Extend Add-in qui a un but de vous simplifier le travail, permettre des créations de structures de dossiers. On l'a vu tout à l'heure, ces structures de dossiers projet, de pouvoir lancer des jobs d'exportation. On aura l'occasion de voir une petite démonstration juste après, et des rapports avancés. Lancement de rapports avancés, on va aussi voir cette démonstration. Vault Extend Job Pro, qui est là pour automatiser des exports dans différents formats. En effet, alors PDF, STEP, DXF, c'est des formats qui sont maintenant natifs dans le système, mais si on va aller plus loin que ça, on a toujours la possibilité de le faire avec ces outils et on va pouvoir exporter des images, exporter VideoCAD, c'est donc ces fameux DXF qui sont centrés à l'origine.
Et du côté de Voltix Job Pro Data Export, le but est de faire une intégration, un export à destination de l'ERP ou d'également exporter des informations dans un but de faire du reporting derrière sur les données qui sont présentes dans le Vault et d'automatiser ainsi des exports réguliers d'informations. Donc, si on s'intéresse notamment à ces exports de données et les rapports avancés, on a dans ces Voltixtend la possibilité donc de lancer soit manuellement, soit de manière automatique, 2 fois par jour ou 1 fois par nuit, peu importe, des informations en direction soit d'un fichier qu'on va utiliser pour remonter dans un Excel ou dans une petite base de données intermédiaire pour, du reporting avec des produits tels que Power BI, par exemple. Je vous propose de regarder une vidéo qui va vous expliquer ces différentes, fonctionnalités. Regardons ensemble avec quelle facilité nous pouvons créer un nouveau rapport avec Voltixtend. Nous venons dans les paramètres Voltixtend, dans la partie de configuration des travaux, et là nous allons retrouver la partie rapport qui va nous permettre de créer différents types de rapports. Je vais lui demander ici de créer un nouveau rapport, je vais le nommer. Voilà, ça va être un rapport sur les états de fichiers. Je peux lui donner une description. Je vais pouvoir choisir quel type de rapport. Est-ce que je désire faire un rapport sur les fichiers parents-enfants, sur les dossiers, sur les articles ou sur les ordres de modification. Le rapport qui pour l'instant va m'intéresser est un rapport sur les données de fichiers. Je vais ensuite pouvoir lui cibler quel est le répertoire qui contient les données. Comme je ne veux pas inclure le répertoire qui contient des documentaires ou des fichiers de configuration, je lui pointe directement le dossier design. Je vais pouvoir ensuite choisir aisément quelle propriété je désire y ajouter, comme par exemple, on va commencer par le nom du fichier, je vais prendre le chemin d'accès ici au dossier, je désire avoir la description, je désire avoir le numéro de pièce, je désire aussi obtenir dans les propriétés quel est l'état actuel de ce fichier, quel est le nom de la catégorie ici de ce fichier. Donc on voit qu'on a des propriétés système ou des propriétés utilisateurs. Donc on peut ainsi constituer toute notre liste de fichiers et dans le but de pouvoir trier et éviter de voir les fichiers d'aperçu qui sont des fichiers masqués, je vais prendre encore la propriété masquée ici directement, ce qui me permettra dans Excel très facilement d'en faire un tri. Le format d'export, je peux l'envoyer vers un fichier CSV ou une base de données SQLite qui va me permettre d'une manière ou d'une autre de structurer cette information et où je désire envoyer ce rapport. Là, je choisis un format CSV et je vais lui dire état des fichiers. Voilà. J'enregistre mon rapport et je peux ainsi aisément venir au niveau de mes rapports, venir sur mon rapport et l'exécuter. N'étant pas administrateur, si je désirais exporter des informations que seul un administrateur aurait besoin d'avoir accès, j'ai une information à ce sujet. On voit ici la rapidité d'export sur environ 12 000 fichiers. L'export a été terminé au niveau des informations. Ceci va donc nous donner, ici, au niveau des rapports, un fichier CSV, état des fichiers, que je vais pouvoir ensuite facilement reprendre dans un tableau Excel, pour par exemple ici effectuer un listing. C'est une liaison donc qui est permanente vers le fichier source, donc j'ai capacité de pouvoir réactualiser directement cette partie-là, comme Excel me permet également de travailler ici sur les filtres directement, comme ici j'ai déjà apporter tous les fichiers, promu les en-tête et filtrer ici les données en disant que je ne désirais pas avoir des fichiers où masqué est égal à faux. Enfin, de ne garder que les fichiers où masqué est égal à faux, ce qui fait que j'évite ainsi de récupérer tous les DWF. Mais là, ça me permet donc d'avoir ici toutes les infos à disposition pour un traitement ici directement dans Excel. Basé sur un Excel, je vais pouvoir en faire des tableaux croisés dynamiques, je vais pouvoir en créer au besoin des graphiques liés à toutes ces informations.
Un autre type d'usage serait de passer par ce qu'on appelle du Power BI. C'est aussi des outils qui sont disponibles quand vous avez des licences Office 365. Et ce Power BI, de la même manière, va venir se connecter sur différents fichiers, soit CSV, soit SQL, pour venir récupérer de l'information, vous permettre de créer des rapports, de pouvoir se dire, OK, par rapport au projet ici, dans la globalité, tous les projets, voilà à peu près le nombre de fichiers qui sont dans les différents états. Et plus précisément pour le projet que je m'occupe, qui est le projet ASCA, actuellement j'ai 100% de fichiers validés à ce niveau-là. Si je regarde le projet Antimac Test, je me trouve avec 30% de fichiers qui sont encore en travail en cours, que je vais pouvoir aisément venir filtrer de cette manière-là, pour ne voir en fait quels sont uniquement les fichiers que je peux obtenir. On peut encore imaginer beaucoup de choses ici. Que les rapports Power BI permettent énormément de fonctionnalités. Et par notre outil VaultXtend, Data Export ou Add-in, sur un lancement manuel comme je l'ai fait là, va vous permettre de tirer parti de toutes ces indications. Il y a une autre fonctionnalité qu'on avait en développement, j'en avais touché quelques mots quand nous avions fait le dernier webinaire, c'était l'export pour les fournisseurs. Donc, ce système d'export, le but est de simplifier le recueil de documents à destination de fournisseurs. On va créer une tâche qui va nous centraliser ces différents documents. Je vous propose de découvrir également ça en vidéo et de comprendre comment s'utilise toute cette partie-là. La logique de l'export de documents pour les fournisseurs dans VaultXtend s'appuie sur des articles qu'on a créés qui sont de type ici fournisseur. Donc vous allez créer les différents fournisseurs avec qui vous désirez échanger. Ces fournisseurs, vous venez leur attribuer au niveau de la nomenclature quels sont les articles que vous leur soumettez en fabrication. Typiquement, ici l'entreprise étant page SARL a un outillage avec qui pourrait être fabriqué, comme je peux avoir ici la Watch Compo qui pourrait être une société à qui je soumets aussi la fabrication d'un outillage, mais également du mouvement qui va avec. Le but de l'export fournisseur est donc de pouvoir créer ici un job qui me permette de lancer une publication et un rapatriement des différents documents. Ce job va être traité par un PC Job Processor et va exporter les différentes informations dans un répertoire, comme ici, à destination de ce dossier. Je vais retrouver les différents documents que j'ai fournis à mon fournisseur. Je retrouve les DXF, les PDF, les steps qui étaient associés donc aux différents articles. Cette destination, idéalement, on va la voir peut-être sur un SharePoint ou un Teams ou un Dropbox pour partager avec ces différents fournisseurs de manière automatisée. Et un rapport de transmission est créé ici au niveau du système et je vais voir donc ici un résumé notamment de cet outillage avec les différentes indications, les colonnes importantes, quels sont les documents que j'ai pu transmettre. On voit que certains documents n'avaient pas encore de PDF ou de XF associés car il n'y a que le 3D mais je n'ai que le step, et leur indiquer qu'actuellement tous ces éléments sont nouveaux. Donc s'il y a republication derrière, j'aurai un égal qui me dira que ça n'a pas bougé, et s'il y a des nouvelles pièces qui ont évolué, j'aurai un plus à nouveau qui donnera cette indication. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve dans ce rapport un lien qui permet de sauter directement au PDF. En fait, tous les PDF sont directement regroupés, c'est une option, hein, mais ils sont tous regroupés ici dans le document de transmission, et j'ai également des liens vers le dossier DXF ou le dossier STEP. Donc je vais pouvoir venir ouvrir, c'est des liens qui sont relatifs, donc ça signifie que votre fournisseur, s'il a ce dossier Dropbox qui se synchronise chez lui, ça marchera aussi au travers de ce lien. Donc voilà pour cet export de documents en direction des fournisseurs avec VaultXtend. Au niveau de ces exports de fournisseurs, ça va être de gagner du temps parce qu'on perd souvent beaucoup de temps à rapatrier toutes ces infos, échanger, redonner l'information aux fournisseurs. Donc, c'est un moyen ainsi de pouvoir le faire déjà au niveau du PDM sans avoir toute la partie nécessaire PLM derrière. Dans les autres nouveautés en termes d'outils, on a développé ce qu'on appelle HE Data Toolkit. Cet outil, en fait, ces outils, plutôt cette famille d'outils, va permettre la reprise de données soit pour la mise en place d'un PDM, si vous n'avez pas encore de PDM en place, ou des évolutions de celui-ci au niveau du PDM. Donc, on va avoir des outils qui vont intervenir à différents stades de la mise en place d'un système PDM, soit sur une phase de préparation des fichiers avant un port dans le système, soit sur une phase d'importation des fichiers ou d'importation d'articles et nomenclatures,
ou des travaux qui s'effectuent après coup quand vous travaillez en production déjà avec votre système Vault. Donc ces outils, si on les détaille un petit peu plus au niveau de leur fonctionnalité, le Data Toolkit Check va servir en fait à l'analyse des erreurs de liens qu'on a dans Inventor et au listing des propriétés des fichiers Inventor avant d'en importer dans un système Vault. Ça nous permet, et ça permet aux clients ainsi de pouvoir voir, faire un état des lieux au niveau de la donnée, comprendre le nombre d'erreurs, comprendre qu'est-ce qu'il faudra compléter comme propriété dans les données. On trouve un outil qui s'appelle Data Toolkit Clean, qui est le grand frère de la version check. Elle va vraiment là aider à la correction de ces erreurs rencontrées, lui passer des listes de fichiers à renommer, par exemple, de lui passer des listes de correction, d'injecter des nouvelles valeurs de propriété, de supprimer des pièces si tout à coup la pièce n'existe plus du tout, de pouvoir aller les supprimer dans les ensembles sans devoir passer à travers tous les documents de manière manuelle. Quand on s'intéresse à l'import de données, on continue d'utiliser l'outil standard fourni par Autodesk, qui s'appelle Autoloader, qui permet d'importer les données Inventor et AutoCAD. Mais nous avons développé le Data Toolkit File Import pour d'autres documents qui ne sont pas CAD, mais on retrouve très fréquemment des clients qui ont un historique PDF de leur construction qu'ils ont maintenu, soit en enregistrant des PDF quand ils travaillaient avec Inventor sans un système Vault, ou des scans, d'apporter des images de scans parce que vous aviez des plans court papier que vous avez numérisés. Et le but du file import, c'est de les remonter avec une logique de révision. Donc vous aurez vraiment le plan révision C, le plan derrière le A, le B, le A. Vous aurez tout votre PDF en historique disponible. De la même manière, quand vous souhaitez faire évoluer ou quand un client met tout de suite en place la partie article, nous avons développé un outil qui s'appelle Item and BOM Import. Il va permettre donc de venir importer des articles et des nomenclatures dans le Vault. Souvent, en fait, ces articles et nomenclatures existent déjà du côté de l'ERP et le but est de les amener dans le Vault et les relier aux documents déjà présents dans le Vault. Donc, on a fait un outil également qui nous permet d'automatiser ces différentes actions. Et le dernier outil, qui s'appelle Batch Editor, lui est là pour faire une modification en masse des propriétés des fichiers et des articles présents dans le Vault. Il arrive, en effet, je dirais dans la vie des données dans un PDM, de vouloir changer certaines valeurs de propriété, d'ajouter de nouvelles propriétés, et ainsi de gérer par ce biais-là les changements d'état du fichier, les mettre en travail en cours, injecter les nouvelles informations et les repasser dans un état à valider, par exemple derrière, ou valider selon les choix. Donc, différents outils, boîte à outils un petit peu, c'est le but de ce Data Toolkit. Au lieu de développer à chaque fois des outils spécifiques à chaque client, on en a fait donc une famille de produits à disposition. Voilà, je dirais, pour les différents sujets que je désirais aborder avec vous et vous présenter autour de cette version 2024 et autres fonctionnalités. Je me permets de regarder la liste des questions-réponses qui m'ont été posées. Donc, une première question: est-ce que du côté du Scene Client, donc le client web dont on parle, est-ce que les 3D et les plans peuvent être visualisés sans Inventor? Donc, oui, en effet, c'est le but de ce Scene Client. L'objectif, c'est par cette plateforme de pouvoir aller consulter les documents qui ont été validés. Mais pour pouvoir les consulter, il est nécessaire que l'aperçu du 2D et du 3D ait été généré par ce qu'on appelle le job processor. C'est donc un PC que vous dédiez à ça, qui va, dès la validation d'une pièce, dès la validation d'un plan, être ouvert et on va générer un fichier d'aperçu qui est ensuite disponible dans le Scene Client. Donc, ce n'est pas directement le fichier 3D Inventor qu'on va lire, c'est un aperçu qu'on va pouvoir visualiser de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre solution, c'est qu'on peut télécharger en local les pièces ou les plans. On n'aura pas vraiment les liens, ça ne va pas être forcément très pratique, mais on pourrait les ouvrir avec ce qu'on appelle Inventor Read-Only, ce qui serait aussi une autre solution. Donc voilà pour répondre à votre question à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai cru voir.
Voilà. Juste dans la discussion, mon collègue, merci Jean-François, a mis le lien pour l'événement PLM, si vous désirez vous y connecter. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, de reprendre contact avec nous. Vous avez ici nos différentes coordonnées. Donc, écrivez-nous sans autre pour discuter de vos besoins, de vos projets. On vous accompagne avec plaisir. Pour aller plus loin, retrouvez-nous sur notre site internet, sur nos différents sites réseaux sociaux à disposition. Et sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi et à bientôt. Merci.